Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'objectivité et de la subjectivité en trading. Pour vous raconter une petite anecdote, donc j'étais en train de faire ma revue de la semaine. Et puis il y a une personne qui a demandé dans la communauté Discord si son analyse fondamentale était bonne. Et j'ai remarqué que donc pas pour son cas spécifiquement, mais pour la plupart des personnes, il est parfois difficile en trading de distinguer ce qui est objectif, donc on parle vraiment d'analyse de données, d'analyse de graphiques, et puis ce qui est subjectif et qui va plutôt relever de l'ordre de l'interprétation, de notre façon de percevoir les données et les graphiques, et ensuite d'en tirer des conclusions pour se positionner et puis faire de l'argent en trading. Donc j'aimerais à travers cette vidéo rappeler la différence entre les deux. Enfin, tout le monde sait ce que c'est la différence entre l'objectivité et la subjectivité, mais plutôt à quel moment est-ce que tu passes de l'objectif au subjectif en trading, où est la limite en fait entre les deux, et pourquoi aussi c'est très important de faire une distinction entre les deux, et aussi le rôle que chacun, entre guillemets, a à jouer. Puis on va regarder ça à travers du coup mon analyse de la semaine, parce que comme je vous l'ai dit, donc j'étais en train de faire la revue de ma semaine, et donc j'ai écrit un mini résumé de la semaine d'un point de vue fondamental, aussi d'un point de vue technique, mais je ne vais pas m'arrêter sur la technique ici, j'ai vraiment envie d'aborder le fondamental, parce que quand on a des données d'un point de vue fondamental, eh bien on a le cœur même de l'analyse fondamentale qui est, enfin plutôt du fondamental, pas de l'analyse fondamentale, le cœur même du fondamental qui est la lecture des données, et qui est purement objectif. Et ensuite, on va avoir l'interprétation des données, et ça va être subjectif. Vous m'entendez peut-être souvent dire dans les vidéos qui touchent à l'analyse fondamentale sur ma chaîne que j'aime bien particulièrement un site qui s'appelle ING Think, que je vais vous montrer. En soi, on va direct aller sur les écrans. Donc le site s'appelle ING Think. Voilà, c'est celui-ci. Et où du coup des analystes et des économistes donnent leur interprétation des marchés. Et ce site-là, par exemple, comme je l'ai dit, donne une interprétation des données. Donc, il propose une lecture des données économiques, et ensuite, les analystes, économistes qui sont derrière la rédaction de ces articles vont dire, par rapport aux données, nous pensons que telle devise va faire tel mouvement, telle devise va faire tel mouvement, etc. etc. Et donc c'est important de savoir distinguer les deux, parce que si maintenant tu te mets à lire des articles comme cela, et tu vois par exemple à la fin d'un article, en conclusion nous pensons que l'euro va s'apprécier face au dollar et rejoindre tel niveau, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose d'objectif, quelque chose de sûr, de certain, mais bien quelque chose de subjectif, c'est un avis qui est émis par rapport à une analyse, et c'est là que le mot analyse fondamentale entre en jeu, c'est une analyse par rapport à des données fondamentales. Et il faut bien, le fondamental est objectif, l'analyse est subjective. Et quand on met les deux, on fait de l'analyse fondamentale. Mais bref, donc, par quoi est-ce que je vais commencer ? Je vais commencer par juste vous lire un petit peu, enfin passer en revue le récap que j'ai fait pour la semaine des marchés. Et vous allez voir en fait où est, juste dans le texte déjà ici, la limite entre l'objectif et le subjectif. Donc on voit que l'euro a terminé la semaine en forte hausse face au dollar. Ok, il a pratiquement pris 1%, ça c'est une analyse objective. J'émets aucun jugement, je dis juste ok, l'euro face au dollar a pris pratiquement 1%. Donc après une semaine chargée en annonces économiques et en discours de banquiers centraux. Donc pour rappel, ça aussi, c'est de l'observation. Au début de la semaine, la probabilité pour une baisse des taux de la Fed en juin était aux alentours de 68%. Fin de semaine, elle était autour de 75%, toujours dans l'objectivité pour l'instant. Alors la semaine a démarré avec les données d'activité du secteur des services, donc on le voit ici. On avait eu les PMI donc des services pour la France, l'Italie, l'Allemagne, mais c'est surtout celui de la zone euro que j'ai regardé. Puis l'après-midi, on avait le PMI des services pour les États-Unis. Donc ces données-là, à nouveau, je n'émets pas de jugement. Je ne suis pas en train de dire tiens, c'est bon ou mauvais. Des adjectifs comme tiens c'est bon pour telle devise, c'est mauvais pour telle devise, c'est bullish, c'est dovish, ou en français c'est haussier, c'est baissier pour l'euro, pour le dollar, etc. C'est une appréciation qu'on donne, c'est subjectif. Et c'est dangereux de faire ça parce que si tu dis par exemple tiens, je vois que le PMI des services aux États-Unis est sorti en rouge, donc un peu moins élevé que ce qui était prévu. Il est sorti à 52,6 contre 52,9 pour les attentes. Et il est sorti en baisse par rapport au mois précédent, où au mois précédent, il était à 53,4. Je pourrais tenter de dire, tiens, c'est comme c'est sorti en rouge, donc inférieur aux attentes et inférieur par rapport au mois précédent, je pourrais tenter de dire que c'est baissier pour le dollar, mais pas nécessairement. Alors dans ce cas-ci, ça l'était, il me semble, si je me souviens bien. Je vais juste regarder. Attendez, il est sorti mardi à 16h. Ah oui, non, je me souviens, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Enfin, il y a eu une réaction légèrement bullish sur l'euro, mais pas dans l'ensemble de la semaine, c'était pas une grande réaction. Mais bref, donc c'était légèrement bullish pour l'euro. Donc dans ce cas-ci, c'était bien dovish, c'était bien baissier pour le dollar. Mais il y aura parfois,
comme par exemple avec le rapport sur l'emploi, j'ai pas mis de couleur ici, mais si je devais mettre des couleurs, la masse salariale serait en vert, puisqu'elle est sortie plus élevée que prévu, et les autres données du taux de chômage et de la croissance des salaires seraient en rouge, puisqu'elles sont sorties ici inférieures aux attentes et ici supérieures aux attentes, qui est du coup négatif si le chômage augmente. Mais donc, faites très attention quand vous lisez les données et quand vous interprétez les données. Pardon, c'est mon téléphone. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. La lecture s'arrête au moment où vous regardez juste les chiffres. Et l'interprétation, c'est quand vous allez donner votre avis de tiens, ça va monter, ça va baisser. Ok ? Bon, je continue. Alors, donc la semaine a démarré avec ces données-là. Et ici, je ne fais qu'une lecture. Le PMI des services est passé de ta. Aux États-Unis, le PMI est passé de ta. Ok, on continue. Mercredi et jeudi, le président de la Fed, Jérôme Powell, a témoigné devant le Congrès. Selon lui, les taux devraient commencer à baisser en 2024 aux États-Unis. Et là, je donne ma première évaluation subjective, je donne mon premier avis. J'ai écrit les marchés. Enfin, en fait, j'essaye même de ne même pas donner mon propre avis. Parce que ce que je dis là, c'est pas je pense que ta va arriver, c'est une lecture de ce qui s'est passé. Les marchés ont interprété son discours comme accommodant, ce qui a poussé l'euro vers le niveau 1,09. C'est pas moi qui dis ok, il va se passer ci, il va se passer ça. Je fais pas de prévision, je fais pas de projection, je fais qu'une lecture de ce qu'il s'est passé. Donc c'était ici. Juste là, cette petite appréciation que vous voyez de l'euro qui rejoint le niveau ici 1,09, la grande bande horizontale grise, eh bien c'est juste une lecture, pour pas que je me trompe dans les mots, c'est pas une interprétation, c'est une lecture de ce qui s'est passé sur les marchés. On continue. Donc ce n'est que mercredi que l'euro est parvenu à dépasser le niveau 1,09 avec l'addition de la politique monétaire de la BCE, qui a été suivie de la conférence de presse. Donc, alors, mini parenthèse sur cette décision de politique monétaire de la BCE. Donc ce qui s'est passé, c'est que la BCE a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Il y a une partie dovish, une partie hawkish. Je m'explique. Au début, lorsque la data est sortie, donc lorsque le statement, la déclaration de politique monétaire est sortie, étant donné qu'il y avait eu une révision à la baisse des prévisions de croissance et d'inflation, ça suggérait que la Banque Centrale Européenne pourrait diminuer ses taux un peu plus tôt que prévu. Désolé, je suis désolé, mon téléphone sonne, je vais le mettre en ne pas déranger. Je vais attendre que la personne arrête de m'appeler. Bref, donc je disais, ça suggère que la Banque Centrale pourrait faire baisser ses taux plus tôt, justement, plus rapidement que prévu. Et donc, c'est, pour le faire simplement, baissier pour l'euro. Donc d'abord, on a observé une petite baisse de l'euro. Et puis l'euro est reparti à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la conférence de presse où Christine Lagarde, je vais y arriver. Désolé, on me spam d'appels. Attendez, je vais vraiment mettre en ne pas déranger. Tchac, tchac, voilà. C'est bon, on pourrait continuer. Je suis vraiment désolé pour ça. Surtout que je fais pas de cut dans mes vidéos. Bref, on continue. Donc d'abord, l'euro a diminué. Et ensuite, après avec la conférence de presse de Christine Lagarde, l'euro est reparti à la hausse. Pourquoi ? Parce que elle a dit... Je vais le dire simplement. Enfin, je ne l'ai pas écrit ici, mais je peux le reprendre si vous voulez. Donc parce que Christine Lagarde a déclaré des propos qui ont été interprétés comme hawkish par les marchés. Ce qu'elle a dit en fait, c'est nous n'avons pas discuté de réduction des taux lors de cette réunion. Donc ça c'est clairement hawkish comme pour les marchés. Et puis elle a surtout, c'est surtout cette phrase-ci, elle a surtout dit que nous en saurons un peu plus en avril, mais nous en saurons beaucoup plus en juin. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? C'est que la Banque Centrale Européenne a besoin de plus de données, plus de data pour être sûre, pour être convaincue que l'inflation va retourner à sa cible de 2% dans le futur. Le problème, c'est que pour l'instant, elle n'a pas ces données-là. Donc, il lui faut plus de données pour être convaincue. Et donc, ce qu'elle veut dire par plus de données, c'est, pour l'instant, la Banque centrale a clairement mis en avant que la croissance des salaires était sa priorité, dans le sens où elle surveille particulièrement la croissance des salaires dans la zone euro pour voir si des pressions inflationnistes apparaissent dans l'économie. La prochaine publication des données des salaires pour la zone euro est si je ne dis pas de bêtises, en avril, mai, en juin, je crois. Fin mai ou début juin, donc dans ces eaux-là. Et donc ce sera des données relatives au premier trimestre de cette année. Et donc, pour que l'institution puisse dire « Ok, nous avons confiance dans le retour de l'inflation vers 2%, il faut que ces données sortent, et elles ne sont pas encore sorties. Donc ce qu'elle voulait dire avec cette phrase, nous en saurons un peu plus en avril, mais nous en saurons beaucoup plus en juin, c'est sous-entendu, nous en saurons beaucoup plus sur le développement des salaires dans l'économie de la zone euro, pour voir si des pressions inflationnistes se dressent dans cette économie, en juin. Et donc, on va attendre juin avant même de discuter de réduction des taux ou des conditions qui seraient nécessaires pour réduire les taux. Donc, c'est clairement hawkish. Ça suggère clairement que la BCE ne pourra pas baisser ses taux avant le mois de juin parce qu'elle a besoin des données qui seront publiées au mois de juin, justement. Bref, donc, ça, c'est ce qui a été dit lors de la conférence de presse. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage de temps entre les deux. Autant le rapport de politique monétaire est publié à 14h15, la conférence de presse a lieu une demi-heure plus tard à 14h45. Et donc, sur l'euro, ce qu'on avait observé, c'était d'abord une baisse de l'euro
à 14h15, et puis ensuite un redressement de l'euro vers 14h45, 15h, lors de la conférence de presse, après les propos que je viens de vous citer. Mais donc voilà, ici encore une fois, étant donné que c'est une revue de la semaine, je ne fais pas de projection économique, ben, mon interprétation c'est juste, ok, les marchés ont l'euro a réagi à la baisse, aux révisions à la baisse des données, je reformule, les marchés ont réagi à la baisse, ou en tout cas pour l'euro. L'euro a réagi à la baisse aux révisions de la BCE. La BCE a révisé à la baisse l'inflation et la croissance. Et ensuite, ils ont réagi à la hausse au discours de politique monétaire de Christine Lagarde, qui était hawkish. Okay, donc ça, c'est juste de la lecture. On est toujours dans l'objectif. Donc ça, je l'ai dit. Ensuite, on termine avec le rapport sur l'emploi. Donc vendredi, il y a eu le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Vous le savez sûrement. Et ce rapport était un peu mixte, dans le sens où on a eu, et je vais mettre des couleurs, on a eu donc 275 000 emplois créés, ce qui est plus que le consensus, mais par contre on a eu une grosse révision à la baisse des données sur l'emploi, enfin des chiffres de l'emploi, pardon, du mois précédent. On a eu une croissance assez modeste du salaire horaire moyen, et le taux de chômage a augmenté à 3,9%. Donc comment interpréter tout ça? Pour le dire très simplement, je l'avais écrit en une phrase, c'est malgré une solide augmentation de la masse salariale, donc du nombre de créations d'emplois aux États-Unis en février, les détails du rapport, donc notamment le taux de chômage, la croissance des salaires, mais même si on rentre même dans les détails du nombre de créations d'emplois, sont bien plus faibles. Et donc ça suggère que, certes, le marché du travail reste solide, mais dans le détail, il y a un affaiblissement, ou plutôt un rééquilibrage du marché de l'emploi aux États-Unis, ce qui suggère que la Fed est sur la bonne voie pour amener l'inflation vers 2%. Il n'y a pas de boucle de salaire-prix pour le moment. Donc c'est, entre guillemets, positif pour la Fed en tout cas, qui veut lutter contre l'inflation. Donc c'est pour ça que le marché a réagi de façon haussière sur l'euro, donc ou formulé autrement baissière sur le dollar. C'était dovish pour le dollar, bearish pour le dollar. Parce que du coup, même si le rapport a l'air d'être solide, où on se dit, ok, la masse salariale agricole est plus élevée que prévu, en réalité, il y a quand même des petits failles, des petits craquements, je ne sais pas comment dire ça autrement, dans l'économie US au niveau de l'emploi aux États-Unis. Mais donc, voilà, donc ça, c'est mon petit résumé. Ce qui est d'ailleurs, pour ceux qui font un peu d'analyse fondamentale, un très bon exemple. Alors, je ne suis pas en train de dire, attention, c'est le résumé parfait, etc., mais je pense que après quelques mois où tu t'entraînes à faire de l'analyse fondamentale, tu devrais pouvoir réussir à arriver à quelque chose comme ça que tu écris toi-même. Alors bien évidemment, tu vas t'aider d'articles, tu vas t'aider de publications d'autres économistes ou analystes, mais idéalement, tu devrais pouvoir écrire tout ça toi-même, faire un résumé chaque fin de semaine de ce qui s'est passé sur les marchés. Et comme tu le vois ici, je suis globalement resté dans l'objectif. Pourquoi? Objectivité, parce que je fais que regarder ce qui s'est passé sur les marchés. Maintenant, et c'est là où on va pouvoir en discuter, l'interprétation subjective va avoir un rôle crucial en trading. Et je vais me remettre en rang, parce que la difficulté en tant que trader, c'est de savoir justement projeter où va aller le prix et de savoir se positionner par rapport à ça. Donc si avec ton analyse objective, tu sais ce qui s'est passé sur les marchés, c'est avec ton analyse subjective, ou ce que j'appelle aussi ton interprétation, que tu vas pouvoir déduire ce qui va se passer plus tard et te positionner en fonction. Vous l'avez peut-être vu si vous avez fait attention sur l'ancien écran, mais ici vous voyez que j'ai terminé la semaine avec une légère perte. Bon, il y a deux raisons à ça. Déjà, j'ai pris qu'une seule position, donc j'ai pris qu'une petite perte et je n'ai pas eu l'occasion de rattraper ma perte le jeudi et le vendredi, parce que du coup j'étais absent, vous le voyez ici, hein. Je n'ai pas pu faire ma revue de la journée, enfin bref, j'étais absent jeudi et vendredi, enfin jeudi en fin de journée, j'ai pas pu trader la session de New York, et vendredi j'étais pas du tout là, donc j'ai eu une semaine de 3 jours, voilà, j'avais des obligations sur le côté. C'est la raison pour laquelle j'avais pas fait une vidéo il y a 2 jours, vous l'avez peut-être vu aussi. Mais donc, une légère perte cette semaine, pourquoi? Pour le dire très simplement, autant mon analyse objective est bonne, enfin le mot bonne n'a même pas de sens, parce qu'une analyse objective c'est juste, voilà, tout le monde doit arriver à la même analyse, tu vois. Si maintenant je te dis, ok, quelles étaient les données du rapport sur l'emploi, tout le monde doit dire la même chose. La masse salariale agricole a augmenté ça a augmenté tout le monde doit dire la même chose, c'est objectif. Maintenant c'est dans l'interprétation où il peut y avoir des erreurs, et où du coup le trader va bien ou mal se positionner par rapport à ce qu'il a compris des données. Et mon erreur, entre guillemets, cette semaine, c'était essentiellement d'être baissier sur l'euro. Ça veut dire que je m'attendais à un rebond baissier, un retournement, ok, dans cette impulsion haussière. En anticipation de quoi, du coup? Je m'attendais à ce que, allez ici, la décision de politique monétaire de la BCE soit interprétée comme dovish, parce que il y a eu notamment les révisions à la baisse, mais je ne m'attendais pas à ce que le discours de Christine Lagarde soit interprété de manière hawkish par les marchés. Et donc, du coup, je me suis fait surprendre. Et l'euro, c'est... Donc, ici, j'étais en short.
je crois, plus ou moins autour de 1,09. Le prix est parti dans mon sens. J'ai pas break-even, j'ai pas pris de profit partiel parce que j'avais juste une petite impulsion d'une vingtaine de pips. Et puis le prix s'est retourné à la hausse lors de la conférence de presse et je me suis fait sortir. Après ça, c'était la première position de la semaine. Et puis, j'ai pas pu prendre d'autres positions fin de journée jeudi ou vendredi parce que je n'étais pas là. Mais donc, du coup, à ce niveau-là, c'est la perte que je me suis mangée. Donc, autant les données, je sais les lire, tout le monde saurait les lire. Mais c'est mon interprétation qui était mauvaise parce que j'avais un biais baissier pour l'euro, parce que j'anticipais donc la révision à la baisse des prévisions. Des projections de croissance et d'inflation de la BCE, et j'anticipais aussi un ton un peu plus dovish de la part de Christine Lagarde dans sa conférence de presse, qui n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que tout comme les banques centrales, nous en tant que traders, on dépend aussi des données, parce que mon billet et donc mon trade s'est organisé autour de « ok, je pense que ceci va se passer, donc je vais essayer de short l'euro », et puis mon scénario ne s'est pas passé exactement comme prévu. Autant j'avais les révisions à la baisse de la BCE, et donc ça a poussé le trade dans mon sens. Et puis là où je voulais le ton dovish de Christine Lagarde lors de la conférence de presse, je ne l'ai pas eu. Et elle a été même plutôt hawkish en disant tout ce que je vous ai expliqué tantôt. Et donc à ce moment-là, mon billet est invalidé, mon trade n'a plus lieu d'être. Et donc le prix s'inverse et il me sort tout simplement. Même chose avec le rapport sur l'emploi. J'étais pas là vendredi, mais j'ai pu après, comme vous l'avez vu, analyser les données et regarder ce qui s'est passé. Même chose pour le rapport sur l'emploi. Là où je m'attendais à un rapport assez solide du marché du travail, au final, c'était un rapport plutôt mixte. Alors même si la masse salariale était élevée, les autres données témoignent plutôt d'un marché du travail qui ralentit et qui se rééquilibre. Donc, à ce moment-là, si j'avais voulu trader en anticipation d'un rapport solide sur l'emploi et que donc j'avais cherché à me positionner en short, peut-être dans ces eaux-là, à chercher à me positionner en vente sur l'euro, je me serais aussi mangé une perte, non pas parce que mon analyse objective est mauvaise, mais parce que mon analyse subjective, mon interprétation des données et mon anticipation, mon positionnement en anticipation des données à venir était mauvais. Donc voilà. Mais donc, je vais pas m'attarder plus sur les graphiques, je vais juste donc rappeler, faire un peu un résumé de tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Donc il faut bien comprendre que quand tu fais de l'analyse fondamentale, ça c'est toujours en deux parties. Tu as le fondamental et l'analyse. Donc l'aspect fondamental, ça va être la lecture. Et j'insiste sur ce mot, c'est la lecture des données. Le rapport sur l'emploi a montré tel chiffre. Le rapport PMI de ISM a montré tel chiffre. La décision de politique monétaire de la BCE, c'était ceci. Elle a décidé de laisser les taux inchangés. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Après, l'aspect analytique de ton analyse fondamentale, c'est quand tu vas prendre ces données objectives du coup, et tirer des conclusions, déjà interpréter les réactions passées du marché. Donc, tiens, j'ai vu qu'après cette annonce économique, le prix a monté, a augmenté, ou le prix a diminué. Et tu interprètes du coup les données que tu as pu lire, ou bien dans ton positionnement futur, te dire, tiens, je sais que par exemple la semaine prochaine, on a le CPI, donc les données d'inflation aux États-Unis. En fonction de si tu vas anticiper une accélération ou un ralentissement de l'inflation aux États-Unis, tu vas pouvoir te positionner en hausse ou à la hausse ou à la baisse sur l'euro ou enfin même sur le dollar de façon générale. Et donc ça va vraiment être l'aspect analytique. C'est par rapport aux données que j'attends. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai des projections. Non, j'ai pas encore fait mon calendrier à ce niveau-là, mais par rapport aux données auxquelles je vais m'attendre pour le CPI, je vais me positionner en anticipation. Et donc, il y a une phrase d'ailleurs qui dit Buy the rumor, sell the news. Désolé si mon accent n'était pas terrible, mais en français, ça donne achète la rumeur et vends la nouvelle. Donc, l'idée, en fait, quand tu fais de l'analyse fondamentale sur les marchés, c'est de te positionner toujours en anticipation de quelque chose. Par exemple, en anticipation d'une accélération de l'inflation, en anticipation d'un marché du travail solide, en anticipation d'une décision dovish de la BCE. Et puis ensuite, quand la décision sort, souvent, c'est le moment de vendre, donc de sortir de ta position, parce que soit la donnée en elle-même, l'annonce économique avait déjà été priced in, donc prise en compte par les marchés, et le prix s'est déjà développé avant que l'annonce sorte. Et au moment où l'annonce sort, il n'y a plus de personnes pour rentrer sur les marchés parce que tout le monde s'attendait à la nouvelle. Soit il y a une surprise dans les données, et du coup l'annonce ou la donnée surprend à la hausse ou à la baisse, et à ce moment-là, ça va faire pump le prix dans un sens, et tu n'as peut-être pas envie d'être dans ce genre de position, surtout si le prix pump dans le sens opposé à ta position. Et donc à ce moment-là, généralement, ce que tu vas faire, c'est te positionner dans l'attente de quelque chose. Imaginons qu'il y ait une annonce qui va faire monter l'euro, mais qu'elle sort dans quelques jours, une semaine.
à ce moment-là, je vais vouloir me positionner à l'achat sur l'euro parce que je sais que plusieurs acheteurs vont avoir les yeux rivés sur cette annonce et se dire, tiens, parce qu'on anticipe, je sais pas moi, une réaccélération de l'inflation en zone euro, bon je dis n'importe quoi, mais imaginons, l'euro va augmenter, ou en tout cas on s'attend à ce que ça renvoie un signal un peu inquiétant à la BCE, puis qui va adopter une position plus hawkish, et bref, ça va avoir tout un tas d'effets, d'effets boule de neige, voilà. Et donc on va vouloir se positionner en anticipation. Et puis quand la data sort, comme le prix aura déjà fait son petit chemin, il aura déjà monté, à ce moment-là je peux vendre, non seulement parce que du coup ma position sera en profit, mais aussi parce que, comme je l'ai dit, l'annonce aura déjà été priced in. Bref, j'espère qu'avec cette vidéo tu comprends bien la distinction qui est très importante à faire entre l'objectif et le subjectif. Sois objectif dans ton analyse, dans le sens où même s'il viendra un moment, vient un moment où du coup tu dois interpréter les données et faire tes projections économiques, essaye d'être le plus objectif possible. Même quand, et je vais donner d'autres exemples, même quand tu fais par exemple la revue de ta semaine, la revue de tes trades, etc. Beaucoup de personnes, par exemple, quand ils font la revue de leur semaine ou de leur trade, se disent tiens, c'était un bon trade ou un mauvais trade. Sauf que ça ne veut rien dire. Un bon trade ou un mauvais trade, non. À la limite, une bonne analyse ou une bonne révision de ta semaine, ça peut être de dire tiens, je vais le dire avec ce que j'ai fait cette semaine, j'ai pris un short sur l'euro qui avait lieu d'être compte tenu de l'environnement macro à ce moment-là. On a bel et bien une révision à la baisse des projections de la BCE, mais qui a été invalidée parce que Christine Lagarde a tenu un discours plus hawkish que prévu et que mon trade n'était valide que si Christine Lagarde tenait un discours dovish. Et à ce moment-là, mon trade est invalidé, etc. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui, non. Si c'est oui, ok, il n'y a pas de souci. Peut-être j'aurais dû avoir une réaction plus rapide sur les marchés. Comme je commençais à entendre pendant le live de la conférence de presse que Christine Lagarde tendait vers le côté hawkish, j'aurais peut-être pu sortir anticipativement de ma position. J'ai préféré la laisser tourner pour être sûr que les marchés interprètent ses propos comme hawkish, mais j'aurais pu couper plus court avant que ma position soit en perte, puisqu'elle était un peu en profit de quelques pips. Ça m'aurait permis de break-even ou avoir un léger profit. Mais à part ça, à la limite, donc si je veux noter par exemple dans mon carnet quelle erreur ai-je commise, comment améliorer ce trade la prochaine fois, ou enfin voilà, je peux noter ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ma position avait lieu d'être avant la publication des données. Après la publication des données, au début, à 14h15, elle avait toujours lieu d'être. Pendant une demi-heure, elle avait évolué dans le vert. Et puis, par contre, à 45, elle n'avait plus lieu d'être à ce moment-là. Et est-ce que j'ai respecté mon plan? Oui. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Mais donc c'est important vraiment de ne pas commencer à dire tiens, c'est un bon trade, c'est un mauvais trade. Et je fais un peu écho à la vidéo d'hier, un peu dans la conclusion de ma vidéo d'hier, où je disais que c'est hyper important en tant que trader de ne pas s'identifier aux résultats et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais trade. Il y a des bonnes ou mauvaises actions, ça oui, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais trade. Un trade est un trade, c'est une position. À la limite, les seuls adjectifs que tu peux donner à ton trade, c'est tiens, est-ce que c'est un short, est-ce que c'est un sell, ok, position longue, position courte, ou achat ou vente, enfin bref, c'est des synonymes. Et puis voilà, comme je l'ai dit, dire est-ce que la position avait lieu d'être compte tenu de ton analyse fondamentale et technique, est-ce que tu as respecté ton plan et est-ce que tu as correctement réagi pendant ton trade, pendant qu'il était ouvert, ou est-ce que tu aurais dû, par exemple, je sais pas moi, prendre des profits ou déplacer ton stop ou couper court à tes pertes. Ou à l'inverse, laisser tourner tes gagnants plus longtemps. Ça, c'est les questions qui se posent. Mais le côté subjectif n'a rien à faire là dans cette révision. Il n'y a pas de c'est un bon trade, c'est un mauvais trade. Ou non, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas de l'analyse, c'est pas objectif comme approche. Là où tu peux être subjectif, c'est par exemple commencer à dire tiens, j'ai ressenti du stress pendant ma position, j'avais du mal à la maintenir ouverte parce que si, parce que ça, je me sentais comme ci, je me sentais comme ça. Ça, c'est beaucoup plus l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, et à ce moment-là, tu ne peux faire qu'une évaluation subjective. Tu ne saurais pas mesurer tes émotions de manière objective. Mais bref, donc voilà. Et j'en ai pas parlé dans la vidéo, on a surtout parlé d'analyse fondamentale, mais même d'un point de vue technique, donc au niveau de ton analyse technique, essaye d'être le plus objectif possible. Beaucoup de personnes forcent les marchés à dire quelque chose qu'ils n'ont jamais dit, au lieu d'écouter ce que le marché dit, au lieu de lire l'information du marché de façon objective. Par exemple, bon, chacun a une approche différente du trading, mais imaginons que tu analyses la structure du marché, et tu vois que le marché, et c'est une erreur que j'ai encore tendance à faire, te donne des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Donc tu es dans une tendance haussière, ok, la structure est haussière, peu importe la plage de temps que tu observes. Et ça m'est déjà arrivé, il y a 2 semaines d'ailleurs, de me dire, ok, d'un point de vue technique, la structure est haussière, mais j'anticipe un retracement du prix, j'anticipe une baisse du prix, pour X et Y raisons fondamentales.
Ce que je faisais là, c'était mélanger le subjectif et l'objectif. Parce que objectivement, le marché me dit non, la structure est haussière. Donc tu vas dans le sens de la structure, tu vas dans le sens de la tendance. En tout cas, c'est ce que la plupart des stratégies proposent. Tu vas dans le sens de la tendance, donc tu vas chercher à acheter. Et moi, je me dis non, 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 je veux vendre. Et c'est une erreur, parce qu'à ce moment-là, tu mets ton jugement subjectif, tu mets ce que tu as envie que le marché fasse, au lieu de juste lire et interpréter ce que le marché fait. Et donc, à ce moment-là, pour distinguer les deux, j'aurais simplement dû dire, ok, la structure est haussière, je vais chercher de l'achat, je vais attendre bien évidemment que le prix se retrace ou me donne un point d'entrée pour acheter, un setup d'achat, mais je vais globalement chercher à acheter. C'est une question de temps avant de trouver mon setup. Au lieu de me dire, non, je pense que là, il va y avoir un truc baissier, je vais vendre et forcer le marché. Enfin, je peux même pas forcer le marché au final, mais en tout cas, reporter sur le marché ce que j'aimerais y voir. Et ça, c'est la pire chose à faire parce que les marchés, ils s'en fichent de toi. Et c'est à toi, du coup, de surfer sur la vague, sur eux, au lieu de, comme je l'ai dit, reporter ou projeter en fait tes attentes sur le marché. Non, 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 tu ne dois pas avoir d'attente, tu dois juste réagir à ce que le marché te présente comme information. Bref, je pense qu'avec tous ces exemples, toutes ces explications, c'est ce que je t'ai montré. C'est assez clair maintenant, mais donc juste pour terminer par un petit conseil pour les personnes qui veulent faire un peu d'analyse fondamentale ou implémenter l'analyse fondamentale dans leur trading, faites très attention à distinguer l'objectif du subjectif. Faites toujours votre analyse fondamentale en deux parties. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos d'analyse. J'ai toujours un long pavé qui décortique les dernières données en date. Tiens, il s'est passé ça, ça, ça sur les marchés dernièrement. On a eu ça comme données, ça comme données. Et puis à la fin, une mini conclusion. C'est peut-être un petit paragraphe de quelques lignes ou deux. Vraiment très très court. Ça tient en 2-3 phrases. Qui dit, de façon générale, je commence souvent comme ça, ou alors globalement, enfin bref, mon billet pour l'euro-dollar, puisque je trade essentiellement l'euro-dollar, mon billet pour l'euro-dollar est haussier, baissier, jusque tel niveau, parce que j'anticipe ceci, ou parce que cela, etc. Et je donne des raisons fondamentales, mais basées sur des infos qui ne sont pas encore disponibles. Donc comme je l'ai dit, on se positionne en anticipation de quelque chose, et ensuite quand la chose sort, on ferme sa position. Mais donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vais voir qui m'a appelé plein de fois. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que tu vas implémenter correctement ça dans ton trading et que ça va te permettre de t'améliorer. J'espère avoir pu t'apporter de la valeur avec cette vidéo. Et sur ce, bien, on se dit à demain, du coup, dans la prochaine vidéo.